Alors pour aujourd'hui, vous aviez deux exercices à faire qui étaient liés en fait entre eux en chimie. Donc il y avait le 26, page 285. C'était un exercice qui parlait, comme celui d'après d'ailleurs aussi, de saponification. Alors, saponification, c'est un nom qu'on donne à un certain type de réaction en chimie organique lorsqu'on fait réagir en fait un ester avec de la soude, comme on le voit ici. Voilà, c'était pour la petite présentation générale. Cet exercice, je vous l'ai donné à faire parce qu'il est très intéressant. Il permet de, de prouver expérimentalement si une hypothèse faite sur un mécanisme est juste ou pas. Parce qu'avant les vacances, je vous avais dit que les mécanismes, souvent, ils étaient proposés par les chimistes et ils étaient acceptés ou pas selon leur habilité à pouvoir décrire correctement les résultats qu'on avait. Et il y a des fois, on est vraiment capable de pouvoir prouver si un mécanisme proposé est correct ou pas. Et notamment ici, ça se faisait à l'aide d'un traçage radioactif. Vous voyez, j'entoure la partie qui nous intéresse. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'oxygène d'habitude qui est comme ça avec 8 protons. Et ici, vous avez 16. Voilà. Ça, c'est l'isotope normal, on va dire stable, classique de l'oxygène. C'est l'oxygène qu'on a dans l'air que l'on respire, dans l'eau, dans H2O, il y a de l'oxygène, c'est cet oxygène-là. D'accord? Il est stable. Il existe aussi un autre isotope de l'oxygène, qui est l'oxygène 18. Alors, comme c'est de l'oxygène, c'est toujours 8, il a toujours 8 protons, sauf qu'il a 2 neutrons en plus. Du coup, il est instable, il est radioactif, et du coup, il peut être tracé, c'est-à-dire il peut être repéré. Alors voilà, ce traçage va nous permettre de conclure sur la véracité ou pas d'un mécanisme. C'est bon, vous me suivez pour l'instant? Première question, il y avait une première question. Déterminer la catégorie de réaction de la réaction de déshydratation du pentane 1-ol parmi les trois grandes catégories classiques, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, addition, substitution ou élimination. Donc, il fallait bien comprendre dans cet énoncé qu'il y avait deux choses. Il y avait la réaction qu'on étudie, c'est celle-ci, la réaction de saponification, et il y avait une deuxième réaction, c'est celle sur laquelle porte cette première question. Cette deuxième réaction, qui est une réaction, on disait, de déshydratation du pentane 1-ol, c'est une réaction qu'on faisait après. C'est-à-dire le pentane 1-ol qui a été formé par la réaction d'étude, il est déshydraté et par analyse, on va pouvoir faire des déductions sur les résultats d'expérience. Donc, une petite question sur cette deuxième réaction, en fait, c'est une réaction d'analyse, on va dire. Vous la rangez dans quelle catégorie? Addition, substitution ou élimination? Élimination. Alors, c'est une élimination, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme justification? La liaison double, Ouais, il y a formation d'une liaison double, exact. plus l'H2O. Et puis l'éjection d'une petite molécule, qui ici est H2O. OK. Donc, voilà pour cette première question. Ensuite, le mécanisme réactionnel suivant a été proposé pour expliquer la réaction entre l'ester et la soude. Donc là, on revient sur cette réaction-là, on est bien d'accord. Donc là, vous reconnaissez ici l'ester, et ici, vous reconnaissez l'ion hydroxyde de la soude. Alors, repérez ce qu'il advient de l'isotope O18 dans le cas de l'utilisation de la soude marquée. Donc, je n'avais pas tout lu dans l'énoncé, mais en fait, l'oxygène dont je parlais tout à l'heure, qui est donc radioactif, eh bien, je vais lui mettre une petite étoile pour le repérer. C'est donc l'oxygène 18. S'il vient de la soude, si la soude a été marquée avec cet isotope radioactif, c'est cet oxygène-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque ça, c'est la soude qui apporte H-. Et si c'est la soude qui a été marquée radioactivement, plus exactement par son oxygène, le noyau
d'oxygène radioactif, c'est bien lui, que j'ai marqué avec une étoile. On est d'accord? Donc, repérez ce qu'il advient de cet isotope. Bah, là, il y a une flèche courbe qui nous dit qu'ici, il y a création d'une liaison. Il suffit de regarder à droite pour voir où elle est cette liaison. Là, vous avez notre flèche double d'ailleurs. Donc, vous voyez que cette flèche double montre qu'il y a récupération du double liant ici, ce qui se traduit par une charge négative, et puis 3 doublés non liants au lieu de 2. Et en ce qui concerne ça, donc là, ça veut dire que c'est cassé, si vous voulez. Hein. Si la liaison part, ça veut dire qu'il n'y a plus de... La molécule est vraiment cassée en deux. Et au contraire, vous avez une liaison ici qui se forme entre cet atome de carbone et OH. Et en fait, c'est celle-là. D'accord? Donc, cette flèche courbe-là, elle explique la formation de cette liaison. Donc, du coup, l'oxygène marqué, il est là. Ouais, monsieur, c'est lui. les flèches courbes. En fait, c'est les ondes d'électrons qui créent des liaisons, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les flèches courbes, c'est une façon de montrer ce qui se passe quand il y a formation d'une liaison, Ah voilà, c'est ça. Okay. ou rupture d'une liaison. Et je rappelle que les flèches courbes, ce sont des flèches que l'on fait toujours partir d'un site donneur d'électrons, donc ça partira d'un doublé. Vous avez toujours une flèche qui part d'un doublé et qui va arriver sur un atome qui est accepteur, donc un site électropositif. Donc pour répondre exactement à la question, finalement, je vais effacer ça pour pas qu'il y ait de doute, finalement, c'est bien cet oxygène-là qui est radioactif. OK? Bon, et alors, ça sert à quoi? Je regarde la question d'après. Déterminer si ce mécanisme est en accord avec les résultats expérimentaux obtenus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question? Et c'est pas en rapport avec l'oxygène marqué, là, justement? Si, tout à fait. Oui, c'est avec ça qu'il faut raisonner. Parce que du coup, là, d'après cette équation, l'oxygène marqué, il est bien dans le pentane 1-ol. Voilà, il va, Et on le retrouve bien dans l'eau. D'accord. Donc, la réponse à la question, c'est du coup, c'est oui ou c'est non? Moi, j'aurais dit oui, a priori. Est-ce que le mécanisme qui est proposé ici est en accord avec les résultats expérimentaux? Moi, je dirais non. Oui, Moi, je dirais non aussi. mais... Tu dirais non? Il n'est pas dans le pentanol, en fait, le O. Oui, si on lit les résultats de l'analyse qui a été faite après cette réaction de saponification, on nous dit que... Ah oui, c'est de l'eau ordinaire, oui, oui. Oui, donc oui, c'est non, oui. Non, on devrait avoir de l'eau avec oui, voilà, pardon, des atomes lourds, mais on a de l'eau ordinaire. Donc, si ce mécanisme s'avérait être correct, l'oxygène devrait être là. D'accord. Donc, l'oxygène radioactif devrait être dans le pentane 1-ol. C'est lui qu'on va analyser, en fait, quand on a fini l'expérience. Donc, ça veut dire qu'on a un atome d'oxygène radioactif ici, donc c'est lui. OK. Quand on va déshydrater ce pentane 1-ol, regardez, l'atome d'oxygène, il n'y a pas 36 endroits où il peut être que là. D'accord? Or, après, on fait l'analyse de l'eau qu'on a récupérée de cette déshydratation, et on nous dit que l'eau, elle est ordinaire. On n'a pas de l'eau lourde. Si vous voulez, l'eau lourde, c'est H2O, mais avec un atome d'oxygène 18 au lieu d'être de l'oxygène 16. Donc, conclusion, ce mécanisme n'est pas en accord avec les résultats expérimentaux. D'accord? Donc finalement, il y avait une question ensuite qui était est-ce que le mécanisme qui est proposé à l'exercice d'après, l'exercice 28, est en accord? Alors, avant de passer à l'exercice 28, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait pour être en accord avec les résultats expérimentaux? Il faudrait que, puisque l'eau qui est analysée après la déshydratation du pentane 1-ol est ordinaire, ça veut dire que l'oxygène radioactif qui a été apporté par la soude n'est pas dans le pentanol. Non, justement. Là, les mécanismes nous disaient qu'il allait se retrouver là. Ce mécanisme est faux. Ça veut dire que l'oxygène radioactif, normalement, il devrait être là. Il devrait se retrouver
dans cet ion-là. D'accord? Bon, bah, écoutez, on va regarder ici, c'est le cas avec le deuxième mécanisme proposé, donc celui de l'exercice de 28. Donc exercice 28, page 285. On nous propose un autre mécanisme. Et là, effectivement, ben, on voit bien que si vous avez les deux sous les yeux, on voit bien que ce n'est pas le même mécanisme que tout à l'heure, hein, puisque tout à l'heure, on avait une attaque de l'ion HO- avec son double non-liant qui se faisait sur ce carbone-là. Sur ce carbone-là. Alors là, elle se fait sur ce carbone-là, en fait. Et alors, qu'est-ce que ça fait si l'attaque se fait sur ce carbone-là? Ben, notre oxygène qui est radioactif, on va essayer de le suivre, il est en fait, cette flèche courbe indique la formation de cette liaison-là, d'accord? Donc voilà ce que cette flèche courbe explique. Donc l'oxygène radioactif, il devrait être là. Puis, là, il y a un petit mouvement interne. Je vais chercher où est notre oxygène radioactif. La molécule a été un petit peu dessinée autrement, mais je le vois bien ici. Puis il y a une dernière étape. Elle est Et au moins là, voilà. il est bien ici. Et au final, si l'oxygène radioactif il est ici, il n'est pas dans le pentane 1-ol, et bien là, ça nous montre bien que quand on va déshydrater le pentane 1-ol, effectivement, on aura bien de l'eau normale et pas de l'eau lourde. D'accord? Vous avez compris? En faisant le bilan des étapes du mécanisme réactionnel, donner l'équation de la réaction de saponification. Alors, vous regardez, pour faire un bilan, bah, on regarde avec quoi on part. Donc, on part avec ça. Voilà. Donc, il y a l'ion HO- plus cette molécule d'ester. Ça donne un intermédiaire réactionnel qui se retransforme, donc je ne vais pas le mettre dans le bilan, en ceci, qui se retransforme encore en cela. Donc, finalement, le bilan, c'est d'écrire que ça plus ça donne ces deux molécules-là. Et là, vous mettez un plus. Alors, comme c'est long à écrire, je ne vais pas le faire. Mais en fait, le bilan, vous l'aviez ici. Le bilan, vous l'aviez dans l'exercice. Le bilan, vous l'aviez dans l'exercice d'avant. Sauf que dans l'exercice d'avant, on a laissé l'ion Na+ ici et on a laissé l'ion Na+ ici. Et si vous recopiez cette équation-là bah, en enlevant Na+, eh bien, vous allez obtenir l'équation demandée. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont mis au passage, c'est une parenthèse, hein, pourquoi est-ce qu'on a laissé Na+, alors que moi, je vous ai appris que quand on avait des ions spectateurs, on ne les mettait pas. Donc là, ce serait une question de se dire, bah, si j'ai Na+ à gauche, si j'ai Na+ à droite, pourquoi est-ce qu'on le met finalement? Pourquoi on ne supprimerait pas? En fait, la réponse, c'est que quand on C'est pour fait... rendre compte des sites accepteurs, à donneur? Non, même pas. C'est que quand on fait une réaction de saponification comme ça, ce qu'on obtient en général, c'est un savon. Voilà. Et le savon, ça va être quelque chose qui est solide. Et les ions Na+ vont vraiment être capturés. Donc, Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus là. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus. Des fois, on met une virgule aussi ici. Et c'est qu'en fait, tout ça, ça fait un bloc. Il y a une interaction qui se fait en fait entre, voilà, c'est mal dessiné, entre l'ion Na+, qui est positif, et l'ion O-. Ils sont attirés l'un à l'autre sans faire de liaison. Mais si ça précipite, eh ben, vous allez avoir l'ion Na+ qui va faire partie effectivement du produit, même s'il n'a pas en tant que tel réagi. Voilà, ça c'était une parenthèse parce que vous n'étiez pas censé pouvoir deviner tout ça. Ensuite, question 3. Repérer la molécule de pentane 1-ol. C'est N. Pour l'écrire de façon plus compacte, au lieu d'écrire CH2, 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 CH3, on a regroupé ça en C4H9. Mais ça, c'est bien le pentane 1-ol. Identifier. Ah, ça c'est bien intéressant. Identifier les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons qui expliquent la formation de la liaison OH de la molécule de pentane 1-ol. Alors, reprenons le mécanisme. La liaison OH de la molécule de pentane 1-ol. Ça veut dire que si je reformule la question de cet exercice, on aimerait bien pouvoir expliquer la formation de cette liaison-là, puisqu'ici elle n'existait pas, d'accord? Et donc, finalement, on en revient à ce que Maxime demandait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y a pas de flèche courbe. Ben justement, c'est parce qu'on nous le demande. Alors, Faut la mettre. quel est le site
donneur. Et O, Ouais, le Ici. O, là. Voilà, au ici, moins là. il faut toujours chercher parmi les réactifs. Ce n'est pas dans les produits qu'on va chercher. Dans les produits, on peut jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui s'est formé et ça nous donne des indices. On sait que là, il faut chercher une explication à cette liaison-là. Mais les sites donneurs et accepteurs et la flèche courbe, c'est toujours à gauche qu'on le fait. Hein. C'est toujours dans les réactifs. Mais site accepteur, pour savoir que ça nous aide quand même de regarder à droite. Oui, voilà, c'est ça. À droite, ça vous donne des indices pour savoir où il faut chercher. D'accord. Donc, comme là, on cherche à expliquer justement cette formation de liaison, ben, on va commencer à regarder ici. Parce que c'est là que ça s'est formé, en fait. Et donc, ça, c'est un site donneur ou un site accepteur? Donneur. C'est un site donneur. L'atome, il est chargé négativement. Donc, il y a un des doublés non liants ici, lui ou lui, peu importe, qui va pouvoir être donné, entre guillemets. Inversement, il faut qu'on trouve maintenant un site accepteur. Alors, où est-ce qu'on va trouver un site accepteur là-dedans? L'hydrogène de l'hydroxyle. Lui, Le H. Ouais, lui. alors lui, c'est un site Et accepteur. On va le mettre delta plus. Ce n'est pas vraiment une vraie charge plus, c'est une charge partielle parce que voilà, l'atome d'oxygène il est plus électronégatif que l'hydrogène et donc l'hydrogène est delta plus. Bon, vous auriez pu me dire aussi, mais ce carbone-là aussi, il est delta plus. Et effectivement, ce carbone-là, il est delta plus. C'est d'ailleurs pour ça que dans la première étape du mécanisme, c'est d'ailleurs pour ça que l'ion hydroxyde qui vient de la soude, il vient attaquer ici. D'accord? Bien. Alors la question, c'est pas de se dire pourquoi il a attaqué plutôt ici ou plutôt ici. La question là, qui est posée, c'est tracer la flèche courbe qui permet d'expliquer le résultat. Donc le résultat, c'est pas qu'on a une liaison qui se forme ici. Le résultat, c'est que le résultat, la seule façon d'expliquer ce qu'on a en réalité, c'est de dire que on part de un des trois doublés non liants, on atterrit sur l'atome d'hydrogène. Voilà comment on fait la flèche courbe. Est-ce que j'ai fini avec les flèches courbes? Non, il y en a encore une de la liaison de OH jusqu'au O. Voilà, très bien. Très bien. On a comme une sorte de... Donc ça montre qu'il va y avoir cette liaison-là qui s'est formée. Et donc cette liaison-là qui est là, elle, là, précisément, elle ne peut pas rester comme ça à pendouiller. Donc finalement, elle va être récupérée par l'atome d'oxygène lui-même. Et donc l'atome d'oxygène en question va se retrouver avec une charge négative, parce qu'il aura récupéré l'électron qui avait été mis en commun au début avec l'atome d'hydrogène. Ce que je vais vous proposer maintenant, avant de continuer la suite du cours, je vais vous montrer un autre mécanisme. C'est un mécanisme, cette fois-ci, d'estérification. Donc là, c'était une saponification. En gros, c'est la destruction d'un ester. Maintenant, on peut regarder aussi le mécanisme d'estérification. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que c'était un mécanisme assez long qui se faisait en 5 étapes. Dans cet exercice, on vous demandait, dans cet exercice de bac, on vous demandait juste de recopier l'étape numéro 2 et de dessiner les flèches courbes qui correspondaient à ce qui se passait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer toutes les flèches courbes des 5 étapes de l'estérification. Alors, c'est une estérification qui est catalysée par les ions H+. Ça, c'est une des questions qui vient après. Donc, en gros, vous avez cette molécule. Comment elle s'appelle, cette molécule? On va faire comme ça, on fait un peu de nomenclature en même temps. Non. Acide méthanoïque, non? Presque. Acide éthanoïque. Ah non. Presque. Oui, c'est ça. C'est l'acide Ah oui, éthanoïque. éthanoïque. Puisqu'il y a deux carbone. D'accord? Ah oui, ok. Alors, on va donc à une première étape. C'est l'acide éthanoïque qui réagit avec les ions H+. Les ions H+, ils sont apportés par l'acide sulfurique qui est un catalyseur. Ça nous donne une espèce de composé un peu compliqué, là, qui est instable. Et on le retrouve ici, il va tout de suite réagir avec ça. Alors ça, le R, ça peut remplacer en fait
Eh ben, un groupe alkyle, ça peut être CH3, ça peut être CH3, CH2, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. En général, c'est un gros groupe. Et pour éviter de tout recopier, on met R à la place. D'accord? Quand vous voyez R, ça veut dire ça, ça veut dire un gros groupe. Donc, on ne va pas pouvoir donner de nom à cette molécule. Par contre, quelle est la famille à laquelle appartient cette molécule? Les alcools, non? Ouais, c'est un alcool. Ouais, alcool, ouais. Voilà, donc ça, c'est une façon classique, et on en a déjà parlé ensemble, une façon assez classique de faire un ester, puisque ça, c'est un ester à la fin. Une façon classique de faire un ester, c'est de faire réagir un acide carboxylique sur un alcool. Sauf que cette réaction entre les deux, si vous la faites sans catalyseur, eh bien, elle peut prendre des semaines et des semaines. Elle est très, très, très lente. Donc, on la catalyse en général en chauffant et en rajoutant H+ comme catalyseur. D'accord? Voilà, ça c'était une petite introduction à cette réaction. Et voilà, maintenant je vais vous demander un petit peu de réfléchir. Je voudrais que vous me disiez quelle est là ou quels sont les, je ne vais pas vous donner trop d'indices, quelles sont les flèches courbes ou la flèche courbe, ça dépend à vous de voir, qu'on va tracer ici pour la première étape. Le O en haut vers le H+. Enfin, Ouais, la ça c'est sûr. liaison du O en haut là vers le H+. Enfin, un des doublés non liants du haut Ouais, vers voilà. le H+. Voilà, un des doublés non liants vers le H+. D'accord, eh ben, c'est bien, c'est parfait, c'est ça. Alors, explique-nous, explique aux autres comment tu as fait pour savoir que ça serait quelque chose comme ça. Voilà. Bah, j'ai regardé surtout à droite Et oui, le produit et j'ai vu qu'il y avait un plus et qu'il n'y avait qu'un doublé non liant à O. d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il en a donné un à H+. Enfin, il a formé une liaison avec H+. D'accord. Et est-ce que c'est en accord avec le. Il faut regarder ça aussi. Est-ce que c'est en accord avec, eh bien, vous savez, site accepteur et site donneur, comme on a appris? Oui, Aussi, ouais. Oui, parce que H+, c'est un ion positif, donc c'est un site voilà. accepteur. Non, je ne veux pas mettre delta plus, c'est carrément. Je vais plutôt entourer la charge plus là. Il Voilà, n'est c'est pas ça. delta plus, c'est un ion, hein, carrément. On a une charge positive, donc c'est bien un site accepteur. Et puis Donc, l'oxygène, l'autre, il est plus électronégatif. il est plus électronégatif que le carbone, c'est ça. Lui, il est delta moins. OK? Donc, maintenant qu'on a ça, Faut tout en mettre, monsieur, les delta plus et delta moins pour justifier ou pas forcément? non, ça dépend si on vous le demande ou pas, en fait. Si on vous demande d'identifier les sites accepteurs et les sites donneurs, donc c'est une façon de le justifier, de les annoncer, mais autrement, ce n'est pas une obligation. Là, c'était juste pour expliquer. D'accord? Ok. Une fois que vous avez ça, eh ben, on pourrait faire la suite en mettant des flèches à droite, hein, mais là, ça a été recopié pour bien séparer les étapes. Et en fait, dans cette étape, eh ben, ce composé intermédiaire là, qui est instable, il va réagir sur l'alcool. En fait, voilà l'intérêt du catalyseur, c'est qu'il va fabriquer une espèce très réactive qui va pouvoir réagir rapidement avec l'alcool. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, l'acide, il peut réagir avec l'alcool directement, mais c'est très, très, très lent. Alors que là, on vient de fabriquer une espèce très réactive qui va vite réagir avec l'alcool. Alors, jetez un petit coup d'œil à droite, regardez ce qui s'est Là, il y en a passé. deux. Il y en Ah, aura il y a deux. 2 étapes, 2 micro-étapes. Ouais, Ouais. 2 étapes, ouais. Il y a OH et CO. Enfin, Alors, entre guillemets. ok, alors vous allez essayer de me décrire un petit peu ça. Qu'est-ce que je fais comme première flèche, en fait? Qu'est-ce qui On serait plus commence- logique de faire en premier? L'oxygène, le plus gros. C'est un site donneur, l'oxygène, je crois. Alors, cet oxygène-là, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. L'oxygène, c'est un atome électronégatif. Oui. Donc, on a un site delta moins. Du coup, parmi les deux doublés non liants ici, eh bien, il y en a un qui va pouvoir aller faire une liaison. Où est-ce que ça va se faire? Avec le carbone. Ouais, mais le carbone, d'abord, il faut que ce soit faut qu'il ait son petit plus, là. Ouais, je suis On d'accord. lui enlève Ah, sa ouais. double liaison pour Oui, qu'il alors, devienne une charge positive. effectivement, on voit qu'il y a une liaison qui a disparu. Alors, en général, on fait ça comme ça. En général, qu'est-ce qui se passe? On a ce site qui est donneur qui va venir attaquer EC. l'atome de carbone qui, lui, est un site accepteur. Donc là, on peut marquer delta plus si on veut. Et simultanément, puisque le carbone ne peut pas avoir 5 liaisons, simultanément, eh bien, on va avoir
un Une des deux casse. doublés de la liaison double qui va venir sur l'atome L'eau. d'oxygène. La casse. Et du coup, l'atome d'oxygène était positif avec l'étape précédente. Et ben là, il a récupéré son électron, il est plus positif. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que ces deux flèches courbes, eh bien finalement, elles modélisent bien ce qui s'est passé à la deuxième étape. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'étape 3. Donc, dans l'étape 3, on a encore une espèce instable, grosse espèce instable chargée, qui donne encore une autre espèce. Donc, il y a un transfert interne là, qui se passe, parce que on a une espèce qui donne une autre espèce, pas deux. Donc, il y a quelque chose d'interne là, qui s'est passé là-dedans. Donc, je vous laisse un petit peu essayer de comprendre ce qui s'est passé. Regardez à droite ce qui s'est passé et regardez à gauche comment ça aurait pu arriver. Déjà, on en aura deux, non? Des flèches courbes. Exact. Moi, je serais parti du haut en bas, moi, avec ces deux doublés là. Lui, Moi, pas Ouais. trop, mais bon. Au début, non. Mais je sais pas. on va regarder. Donc, on va partir d'un des deux doublés de l'oxygène. Ouais, moi Qui est en bas. moi aussi celle-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ce doublé alors? Bah, ça, c'est Vers un le- site d'honneur. Du Ça, coup, il c'est va un vers le donneur, site ouais. Vers le C, non? Je sais pas. vers le haut, Ah, vers le vers le haut. haut plus. Ouais, Ah tu non, peux- ce Ah serait oui. partir du haut à droite, oui. Parce que le haut, il va prendre pour lui la liaison qu'il fait avec l'hydrogène. Du coup, on se retrouve avec un H+. D'accord. Comme ça, Et tu veux donc dire? là, on a bien les deux doublés non liants du haut. Donc là, tout va bien. Moi, ce que j'avais fait la première étape, j'avais fait ça après, je sais pas quoi faire. Bah, après, tu as un H+. Ouais, C'est un t'as plus, site mais. accepteur. Ah ouais, je suis con, ouais, il va venir chercher, ok. J'ai compris. Et donc, Du coup, le rappelez-vous, hein, OH, au niveau il des part de flèches, OH. Voilà, ça. au niveau des flèches, on ne va pas dire que le H+ qui vient de se former, il va aller là-bas. En fait, Non, on c'est le fait OH toujours qui est cherché. on fait toujours partir les Oui, flèches oui. Ouais. du doublé. Et donc, on va avoir ça. Alors, au niveau de la réalité microscopique, qu'est-ce qui a lieu en premier? Ça, on ne peut pas savoir. Ça serait plus logique que effectivement ça se passe dans l'ordre que vous avez dit, c'est-à-dire que cet atome d'oxygène-là récupère un doublé, donc on a H+ qui va être assez mobile pour hop, migrer et se retrouver là. Mais là, sans autres preuves, si vous voulez, on ne peut pas trop savoir. Et voilà, une étape de plus qui est faite. Et monsieur, le OH2+ à la fin, le plus, il vient du H de la flèche courbe, c'est ça? Ah, le Il vient surtout du OH2+, doublé qui perd, hein, le haut. Le OH2+ qui est là, c'est surtout le plus, il vient d'où? Mais c'est que le haut, il perd un doublé. Ah alors, oui. l'oxygène qui est là, qui vient de former une liaison avec le H+, eh ben, il a été obligé de donner un électron à H pour la faire cette Ah oui, liaison. c'est vrai. Donc, Ouais. puisqu'il a donné un électron, il se retrouve avec une charge plus. D'accord? Étape numéro 4. Ah, étape numéro 4, on voit qu'il Elle est hard. y a formation d'eau, H2O. Ça peut peut-être vous donner un indice pour me dire ce qui se passe. Bah, ça va être le OH2 du bac qui va bouger. Alors, il se passe quelque chose Ouais. ici. Ouais, il Parce se que passe c'est plus quelque proche chose de en l'eau. bas. Bah, il va juste s'en aller, en fait, le OH2. Et il va prendre la liaison qu'il fait avec le C pour lui. Exact. Comment expliquer qu'il y a de l'eau H2O qui se forme ici? Et bien ici, en fait, vous aviez l'eau qui était quasiment préformée, puisque vous avez déjà ici H2O. Vous avez une charge plus. Cette charge plus va disparaître parce que l'oxygène, il va récupérer pour lui cette liaison. Ouais. D'accord? Est-ce que c'est tout? Si vous regardez bien ce qui s'est formé à droite, la molécule. Non, Non, il manque un truc. Double je sais. liaison. Double liaison. donc Ouais. oui, le C prend le doublé du haut, là. Exactement. Et donc, ça se fait simultanément, c'est-à-dire que vous avez cette liaison-là qui bascule ici pour faire une double liaison. Vous avez une double liaison qui se forme. Et simultanément, puisque toujours pareil, un carbone, ça ne peut pas faire 5 liaisons, il y a celle-ci qui part. Et donc là, vous venez faire la formation de l'eau, qui est le deuxième produit d'une estérification. Et là, et ben voilà, on a expliqué l'avant-dernière étape. Ensuite, dernière étape. Qu'est-ce qui s'est formé? Elle est plus facile celle-là. Il faut que. La Donc, liaison simple, elle va vers le O+. on en était là, nous. Hein. Ah, c'est bon, je l'ai, moi, je crois. On a ça, donc ça a été recopié ici.
Et il faut expliquer ce qui s'est passé dans cette espèce chargée et instable. Ben, finalement, pourquoi ça nous donne Bah, la liaison covalente du O+, elle va sur le H et c'est fini. cette liaison-là? Non, celle la liaison covalente, enfin la liaison du O là. Enfin, pas sa liaison, mais je veux dire son doublé, enfin voilà, Le ça. doublé non-liant? Voilà, doublé non liant, pardon. Il va sur Et, le H. et non, parce que si on avait ça, en fait, ça changera. Alors, je dessine ce que tu me proposes. Là, tu me proposes de dessiner ça, d'accord? Non, parce que là, c'est un site accepteur vers un site donneur. Mais si tu veux, on ne va pas créer une liaison vers un H, alors que les liaisons, elles existent déjà, en fait. Ah. Et deuxième chose, bonne remarque, actuellement, là, l'oxygène, il est en site accepteur, Ouais. puisqu'il a une charge plus. Alors, c'est peut-être la site donneur, c'est la liaison entre le O+, et le H Ah oui. qui va Oui. vers le O+. Exactement. Ouais, c'est plus En logique, je suis bête. d'autres termes, l'atome d'oxygène récupère eh bien, l'électron de la liaison. Donc, la liaison n'existe plus. Et là, vous allez avoir le H qui a perdu son électron, qui va devenir H+. Et vous voyez que ça fait partie des questions qui sont données, mais vous voyez que le catalyseur qui avait été, entre guillemets, eh bien, emprunté, le catalyseur qui avait été emprunté, entre guillemets, à la première étape, eh ben, il est restitué à la dernière étape. Donc, on voit bien qu'il n'est pas consommé. Et si vous faites le bilan de cette estérification, ben, vous avez acide plus l'alcool qui est là, voilà, ça plus ça, qui donne l'ester, plus l'eau. Voilà, si on fait le bilan, ça donne ça. Donc, vous voyez, quand vous faites un bilan, si vous faites le bilan de cette estérification, ben, vous allez avoir un réactif qui est dans la première étape. L'autre réactif, il n'est pas dans la première étape, mais il est que dans la deuxième. Et puis, au niveau des produits, c'est pareil. Ils ne sont pas forcément toujours que à la dernière étape. Donc, en général, oui, la dernière étape contient un des produits, c'est l'ester. Mais dans l'étape d'avant, vous avez aussi la formation de l'eau. OK, vous avez compris? S'il n'y a pas de questions, on va regarder la suite du cours. Alors, le dernier paragraphe de ce chapitre s'appelle « Sélectivité en synthèse organique ». On va parler dans un premier temps de chimiosélectivité. Alors, pour découvrir ce que c'est que la chimiosélectivité, je vous propose de regarder l'activité 2, page 293. On nous parle d'une espèce chimique qui s'appelle la vanilline. C'est une molécule qui existe dans la vanille, dans la vraie vanille naturelle, mais pas que. On la trouve aussi dans le vin. Et donc, c'est la molécule qui est responsable de l'odeur que vous connaissez tous. Elle peut être synthétisée. Quand vous avez par exemple un yaourt à la vanille, s'il n'est pas spécifié qu'il y avait des morceaux de vanille dedans, en général, c'est un arôme artificiel. Et donc, c'est cette molécule-là qui existe dans la nature qui peut être synthétisée en laboratoire. Et du coup, ça coûte moins cher que d'aller faire l'extraction de vraie vanille. La première question, quels sont les groupes caractéristiques présents dans la vanilline? Ah, alors ça c'est bien parce que, vous voyez, c'est aussi encore un moyen de faire des rappels. Là, on Alcool. a un cycle aromatique. Ouais, On a ici un cycle aromatique. Mais c'est une fonction, ça? Enfin, Pas vraiment, mais comme c'est ça plutôt quand un même. aldéhyde ou je sais pas quoi, là. Non, alors ça, je l'ai vu dans un DM. C'est peut-être toi d'ailleurs qui m'a mis ça. Il n'y a, Ah, sûrement. a pas de fonction aldéhyde dans le cycle aromatique. Ah bon? Non, où Pourtant, est-ce ça que... fait 2C entre eux, 2C qui est une double liaison. Oh, mais la fonction qui caractérise les aldéhydes, c'est ça. C'est C double liaison O et un H. Ah non, c'est pas moi, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Ouais. Comment elle s'appelle la liaison, la fonction où il y a Ah, un tu voulais C, il y dire... a deux C avec une double liaison entre les deux. Oui, tu voulais dire alcène. Alcène, voilà. Voilà. Oui, c'est Alcène. Alors là, dans ce cas-là, très particulièrement, on ne va pas dire qu'on a des alcènes, parce que le cycle aromatique, il est tellement caractéristique, il a des propriétés spéciales, si vous voulez, en chimie organique, que quand on a un cycle aromatique, ben, en fait, on l'écrit. Alors, vous avez raison, hein, là je le marque parce qu'en chimie organique, le cycle aromatique il est important, il a des propriétés qu'on étudie pas en terminale. Si on veut rester dans le programme de Terminal S, cycle aromatique, ça ne fait pas partie
cycle aromatique, ça ne fait pas partie des groupes que vous avez à évoquer en terminal S. On va le mettre quand même parce qu'il était, il était surligné avec de la couleur. On a une cétone aussi. Alors justement, par rapport à ce qu'on vient de rappeler, Non, on n'a pas une cétone. c'est quoi ce truc? C'est un groupe carbonyle, non? Ouais, très bien. C'est en fait un groupe carbonyle. Donc c'est un groupe carbonyle. Et le groupe carbonyle, je vous rappelle qu'il est commun aux aldéhydes et aux cétones. Mais Donc c'est là, pas la fonction, monsieur, carbonyle? Et le groupe, c'est pas cétone? non, justement, le groupe, c'est Ah, c'est carbonyle. l'inverse. Et la fonction, du coup, il y a deux fonctions. Il y a la fonction aldéhyde et la fonction cétone Ah, qui j'inverse. ont en commun ce groupe carbonyle. Et du coup, là, c'est quoi alors? Ça serait plutôt un aldéhyde ou une cétone? Pour moi, il y a une cétone, mais je sais pas. Un aldéhyde. Alors, c'est un aldéhyde. Pourquoi c'est un aldéhyde? Parce C'est qu'il le est en bout O, de chaîne, non? non? Serena, tu as dit quoi? J'ai dit c'est parce qu'il est peut-être en bout de chaîne, non? C'est pas ça? Si, c'est ça. Voilà. Là, le groupe carbonyle, il est en bout de chaîne. Donc, forcément, c'est un aldéhyde. Si ça avait été une cétone, il y aurait eu encore des trucs qui auraient continué. Il y aurait eu encore des carbones après. D'accord? Bon. Bon, nous, on va s'en tenir à groupe carbonyle parce qu'on nous demandait que les groupes, finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous reconnaissez? Le groupe hydroxyle. Voilà, très bien. Vous avez ici un groupe. Et ça correspond à quelle fonction? Fonction alcool. C'est une fonction alcool, exactement. Et là, vous avez un truc que vous n'avez pas à votre programme, qui est là. C'est lorsque vous avez en fait une liaison oxygène comme ça qui se fait avec un atome de carbone. C'est pas un ester. Là, on n'a pas la fonction ester dans les parages. Donc, ce groupe-là, vous ne l'avez pas à votre programme. Donc, juste pour info, je le mets entre parenthèses parce que ce n'est pas un truc qu'on peut vous demander. Ça s'appelle un groupe hétéroxyde. Voilà, ça fait partie des hétéroxydes. Donc, je le mets entre parenthèses parce qu'évidemment, vous ne pouviez pas le deviner. Alors, on nous demandait, en deuxième question, de repérer là où les modifications subies par la molécule de vanilline dans chaque cas. Les différents cas, c'est les différentes flèches qui partent. Et les différentes flèches qui partent se réfèrent aux réactions qui sont expliquées ici, en fait. Donc, on va les regarder une par une. En partant de la vanilline, on peut fabriquer cette molécule-là. Donc, je lis ce qui est écrit. L'ajout d'anhydride éthanoïque provoque la formation d'acétate de vanilline. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On est passé de là à là. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on n'a pas changé? Vous voyez que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est le groupe OH qui s'est transformé en groupe. C'est quoi ce groupe-là? Pas une cétone. Non. Regardez, j'ai entouré tout le groupe. C'est un gros groupe. C'est peut-être plus difficile pour vous parce que là, on est en formule topologique. Ah, c'est un ester peut-être. C'est un ester, exact. Ouais, c'est un ester. C'est OOC. Là, on a un groupe ester. Donc, par rapport à l'exercice de tout à l'heure, où pour former un ester, on partait d'un acide carboxylique qu'on faisait réagir sur un alcool. Et bien là, si on considère que cette molécule, grâce à ce OH qui est là, ça peut être considéré comme un alcool, eh bien, vous voyez qu'on fabrique un ester non pas en mettant un acide carboxylique, mais en mettant ce qu'on appelle un anhydride d'acide. C'est une façon plus réactive de faire un ester. Ça, c'est une parenthèse, c'est pareil, vous ne pouvez pas le deviner. Donc voilà. La première réaction qu'on nous propose, eh bien, c'est de faire une substitution entre le groupe qui est là par celui-ci. D'accord? Bon, c'est tout. Hein. La deuxième flèche, donc la réaction B, si vous voulez. Le tétrahydruroborate de sodium conduit à l'alcool. Donc, de formule brute C8H10O3. Ça nous permet de fabriquer l'alcool vanillique. Pourquoi on ne l'a pas dessiné? Parce que c'est une question qu'on nous demande après, en fait.
Autre réaction possible avec cette molécule, vous voyez, on peut lui faire plein de choses. L'action d'oxyde d'argent dissous dans une solution d'hydroxyde de sodium permet d'obtenir l'acide vanillique, que voici. Alors, regardez l'acide vanillique et comparez-le avec la vanilline. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été changé? Qu'est-ce qui n'a pas été changé? Et le groupe carbonyle, maintenant il y a de l'acide carboxylique. Exactement. On a transformé le groupe carbonyle qui était là en groupe carboxyle, qui est là. D'accord? Enfin, il y avait une dernière réaction possible avec cette molécule de vanilline. C'était l'action du dihydrogène en présence d'un catalyseur qui formait un dernier composé D que l'on voit ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. L'hydrogénation, en fait, ça a conduit à une réaction d'addition. Elle a détruit toutes les doubles liaisons du cycle aromatique, et là, on ne les voit plus. D'accord? On va répondre aux autres questions rapidement, si vous voulez. Mais le but de cette activité, il est surtout là, c'était de montrer qu'une molécule, ça peut être polyfonctionnel. C'est-à-dire qu'une seule et même molécule, donc ici, on prend un exemple concret. Alors, en général, c'est des molécules un peu compliquées. Hein. Là, c'est quand même une molécule qui n'est pas toute simple. Mais il existe des molécules qui sont polyfonctionnelles, c'est-à-dire qui contiennent plusieurs fonctions et pas une seule. Donc, on verra d'autres exemples, je vous redonnerai un autre exemple tout à l'heure. Vous voyez que selon les réactifs avec lesquels va réagir cette molécule, selon le réactif, ce n'est pas la même fonction qui va être concernée. Donc, et ça, vous ne pouvez pas le deviner. Vous ne pouvez pas deviner que si on ajoutait un anhydride d'acide, eh bien, ça affecterait la fonction alcool. Vous ne pourriez pas deviner non plus que si on ajoutait ici des ions argent, eh bien, voilà, ça nous ferait la fonction acide carboxylique. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'une molécule, ça peut présenter plusieurs fonctions. Et donc, ça va être un casse-tête supplémentaire, parce que quand on va faire réagir un réactif sur cette molécule qui est polyfonctionnelle, eh ben, on aimerait bien savoir quel site va être touché par la réaction, puisqu'elle a plusieurs fonctions. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette activité-là, c'était donc pour montrer que la notion de chimio, je vais expliquer ce que c'est, donc je vais écrire, voilà, je vais faire comme l'autre fois. Je vais écrire le cours. On va expliquer cette notion-là aujourd'hui. Donc, premier point. Le premier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Suite à cette activité, on vient de découvrir qu'il y avait des molécules qui étaient polyfonctionnelles. Pas toutes, hein, mais il y a des molécules qui sont polyfonctionnelles. Et donc, une molécule polyfonctionnelle, c'est une molécule possédant plusieurs groupes caractéristiques différents. Caractéristiques. On vient de voir l'exemple de l'activité, et je vais en donner une un petit peu plus simple. Par exemple, pour faire le médicament qui s'appelle paracétamol, que vous connaissez bien, la dernière étape de la synthèse du paracétamol utilise une molécule qui s'appelle le para-aminophénol. Ça, c'est son nom usuel. Le para-aminophénol, en réalité, a un nom un peu plus compliqué qui s'appelle le 1-amino-4-hydroxybenzène. Je vais vous la dessiner. On a un cycle aromatique. Et vous avez ici H2N. Et de l'autre côté, vous avez OH. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette molécule elle est polyfonctionnelle? Parce qu'il y a le groupe hydroxyle et le groupe amine, non? Ou amino, je ne sais plus comment. Voilà, c'est ça, c'est bien. Ça, c'est le groupe hydroxyle. Et quand il y a un atome d'azote comme ça, on dit groupe amino, exactement. Parfait. Donc là, on a une molécule polyfonctionnelle. Tout à l'heure, je réutiliserai cette molécule pour voir la notion de chimiosélectivité. Cette année, on avait un autre exemple. Cette année, ça fera un petit retour sur ce qu'on a vu au début de l'année, c'est les acides aminés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on les avait vus pour les pH. Ils avaient une particularité, c'est que les acides aminés, ils avaient 2 pK quand ils étaient en solution aqueuse. Donc les acides aminés, eh bien, ils possèdent, par exemple, je vais vous donner la glycine.
La glycine, par exemple. Voilà, c'est le plus simple des acides aminés. Pourquoi, là encore, on a une molécule qu'on peut considérer comme polyfonctionnelle? Et il a le groupe carboxylique et le groupe amino. Ok, très bien. Là, on a le groupe carboxyle et là, on a le groupe amino. Donc voilà, une molécule polyfonctionnelle aussi. Et ça nous amène à la suite, qui est la chimiosélectivité ou la sélectivité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réaction sélective? Eh bien, une réaction sélective, c'est lorsque vous avez plusieurs fonctions dans une molécule, là, comme on vient de voir dans tous ces exemples, eh bien, quand il y a une des fonctions qui va réagir préférentiellement avec un réactif, on va dire que ce réactif-là, il est chimiosélectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous faites réagir, par exemple, sur le para-aminophénol, une molécule, alors moi je vais prendre l'exemple, comme je vous disais tout à l'heure, de la dernière étape de la synthèse du paracétamol. Eh bien, on fait réagir sur cette molécule de l'anhydride éthanoïque. Alors, je vais vous dessiner après en quoi ça consiste. Deuxième terme de vocabulaire. On dit qu'une réaction est sélective lorsque, parmi plusieurs fonctions d'une même molécule, eh bien, l'une d'elles réagit préférentiellement avec un réactif. Voilà, est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Oui. Mais comment on sait laquelle va réagir comme groupe, enfin comme fonction? Eh oui, c'est toute la question. Il y a des critères? Il y a des critères et souvent, il y a déjà les critères de base, comme vous connaissez. C'est-à-dire, un site polarité? donneur, c'est Ouais, ça, ça. oui, un site donneur va plutôt réagir sur un site accepteur. Mais des fois, comme là dans l'exemple que je vais vous donner, bah, ça ne suffit pas. Donc, comment on fait pour savoir? Bah, il va falloir plus de connaissances en chimie organique. On dit que ce réactif, il est dit chimiosélectif. Alors, on va utiliser ce nouveau vocabulaire. Avec. Mais du coup, si vous parlez de réactif, c'est-à-dire que c'est la molécule, c'est pas le groupe qui est chimiosélectif. Voilà, c'est ça. Ce qui est chimiosélectif, c'est le réactif qui va réagir sur la molécule. Exemple, dernière étape de la synthèse du paracétamol. La molécule qu'on a vue tout à l'heure, qu'on appelle aussi para-aminophénol, donc là, je la redessine vite fait. Hop. On fait réagir ça sur une molécule qui s'appelle de l'anhydride éthanoïque. Alors, l'anhydride éthanoïque, c'est une molécule qui fait partie des anhydrides d'acide. En gros, c'est une famille que vous n'avez pas non plus à votre programme de terminal S, mais c'est une famille qui est plus réactive que les acides carboxyliques. C'est-à-dire que quand on a une réaction qui est un peu difficile ou qui est un peu lente avec un acide carboxylique, eh ben on remplace l'acide par son anhydride d'acide. C'est un peu comme un frère siamois, si vous voulez. C'est comme si on avait deux molécules d'acide éthanoïque soudées en une seule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puisque l'acide éthanoïque, c'est CH3COOH. Là, c'est comme si on avait une double molécule d'acide éthanoïque, si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui se passe lors de cette dernière étape? Eh bien, il se passe qu'on forme le paracétamol. Bon, vous n'êtes pas bien avancé parce que le paracétamol, vous ne savez pas quelle est cette molécule. Donc, on va essayer d'identifier les sites donneurs et les sites accepteurs. Et tiens, je vais vous demander, qu'est-ce que vous voyez comme site donneur a priori et comme site accepteur a priori? Le Oui, le H du donneur, groupe non? OH à gauche. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un On a donneur, le non? H. Oui. Ouais, enfin le OH. Donc, vous voyez, il y a un petit peu l'expérience aussi par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, effectivement, ici, l'atome d'oxygène, c'est un site donneur. Il a deux doublés non liants. Et donc, un des deux va pouvoir attaquer un site accepteur. Bon, vous en avez trouvé un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sûrement l'azote, mais je ne suis pas sûr par contre. Si. L'azote, c'est également un Ah atome bon? qui est électronégatif. Il a un doublé, un seul par contre. Il a un doublé non liant. Il est électronégatif, plus électronégatif que l'hydrogène et le carbone en tout cas. Donc, il est également delta-. Et comment on le sait ça, monsieur?
Bah, un petit peu comme pour l'atome d'oxygène, en fait. L'expérience. L'expérience. Et oui, Alexis. Par exemple, Il pour est de- l'atome d'oxygène, vous l'avez trouvé tout de suite parce qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois en exemple. Et moi, vu que je suis trop fort, je trouvais la mine. Est-ce que vous avez... est-ce qu'on pourrait identifier maintenant... Vous avez déjà trouvé 2 sites donneurs, c'est pas mal. Donc, on va peut-être regarder de l'autre côté, parce qu'on sait qu'il va y avoir une réaction entre ces 2 molécules-là. Ici, est-ce qu'il y a un site accepteur? Il est Justement, le C, Le Oui. carbone. Et les donneurs, c'est Eh oui. ouais, l'oxygène. c'est le O. En fait, on a ce carbone qui est un site accepteur. C'est un gros site accepteur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que ces molécules qui font partie des anhydrides d'acide, on les utilise en général parce qu'ils sont très réactifs. Vous voyez, le fait d'avoir un atome d'oxygène en plus ici, ça augmente le côté accepteur de ce carbone. Lui aussi, hein, la molécule, elle est symétrique. Donc là, je vous ai dessiné lui, mais les deux sont équivalents, hein, parce que la molécule, là, elle possède un axe de symétrie qui est là, d'accord? Mais comment on le sait que l'oxygène, il augmente Bah, le parce qu'en fait fait, qu'il soit accepteur, le carbone? parce qu'en fait, ici, vous avez un atome d'oxygène qui est électronégatif, d'accord? Donc, il va attirer vers lui les électrons de cette double liaison. Conséquence, ça rend ce carbone-là électropositif. Et ça va être accentué parce que ici, cette liaison-là, elle va aussi être polarisée. Et donc, les électrons de cette liaison vont aussi être plus vers l'atome d'oxygène. Donc, en quelque sorte, cet atome de carbone-là, ou lui, hein, qui est son voisin, enfin son jumeau, ces atomes de carbone-là, en fait, ils vont se retrouver, bon, ça ne va pas être des ions positifs, mais ils vont vraiment être dépouillés de leurs électrons, en quelque sorte. Donc, ils vont être très électropositifs. D'accord? Ok. Toute la question. Maintenant, on sait qu'un site donneur attaque un site accepteur. Toute la question pour savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui se passe, c'est de savoir, bah, est-ce qu'on a ça? Alors, quand je mets sur ce carbone-là, ça pourrait être sur l'autre, hein, puisqu'encore une fois, la molécule, elle est symétrique, donc ils sont équivalents. Ou est-ce qu'on a ça? Et quand on fait cette réaction de synthèse, après, en faisant une analyse spectroscopique ou infrarouge, ou même une simple chromatographie, on n'a pas de produit. On n'a pas de produit qui se forme. On n'en a qu'un seul. Et celle qui conduit à la formation du paracétamol, c'est celle-là. Celle-là, en réalité, ne se fait pas. Pourquoi? Bah là, on ne peut pas l'expliquer. Parce qu'on aurait pu dire même, bah lui, il avait tout doublé, il est plus électropositif négatif. Donc là, il n'y a pas d'explication possible à donner à ce stade. C'est juste, pourquoi je vous ai donné cet exemple alors qu'on ne peut pas tout expliquer, c'est juste pour vous montrer que l'anhydride éthanoïque, c'est pour pouvoir utiliser le vocabulaire en fait, l'anhydride éthanoïque, pour cette réaction, est considéré comme un réactif chimiosélectif, parce que là, on a une réaction sélective. On avait 2 sites donneurs, et bien il y en a un seul qui intervient. Donc, pour utiliser le vocabulaire, hein, encore une fois, on va dire que la réaction de synthèse du paracétamol, elle est sélective, car eh bien, seul le groupe amino de cette molécule va réagir sur l'anhydride éthanoïque. Donc, pour cette réaction, on va dire que, encore une fois, hein, l'anhydride éthanoïque qui est là est un réactif chimiosélectif. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big